C'est pour cette raison-là que j'ai accepté avec grand plaisir ton invitation. Et il y a aucun donc il y a aucun souci en fait pour moi en fait de partager à la fois mon retour d'expérience en tant qu'expert cyber, mais surtout, et ça c'est le plus important, mon retour d'expérience en tant qu'RSSI. Comme vous le savez, dans la cyber, bah, effectivement, il y a la théorie, il y a la partie conseil, il y a ce que disent les consultants, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, l'état de l'art, et cetera. Mais la partie la plus importante, comme vous savez, c'est le terrain, c'est la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vraie vie? Comment on adresse vraiment les problématiques cyber dans la vraie vie? Où il y a un contexte, où il y a des moyens, il y a des budgets, il y a des directions générales, il y a des enjeux politiques ou stratégiques ou économiques ou autres qui font que souvent on n'a pas le moyen de faire ce qu'on veut. Et c'est cette partie-là, en fait, que je vais partager avec vous, en vous donnant un retour d'expérience terrain et pragmatique de ce que c'est que les attaques ransomware et comment les gérer efficacement dans une structure. Donc, juste avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Ayoub Sabar, je suis fondateur de la société Ornisec. Je suis diplômé de la cyber, donc j'ai fait télécom avec spécialité cyber. Je dispose de plusieurs certifs, donc comme vous connaissez sans doute, hein, CSSP, ISO, etc. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans la cyber en tant que consultant, auditeur, architecte, mais surtout j'ai eu l'occasion d'occuper le poste de RSSI à plusieurs reprises, notamment dans un aéroport international géré par une chambre de commerce et à la BNP, pour ceux qui savent, donc c'est à ITG, j'étais à Valmy 7 pendant 2 ans. Je suis fondateur et président du Clusir Bretagne, donc qui fait partie du réseau des Clusifs, qui est une association des experts de la cybersécurité qui regroupe à la fois des RSSI, des ISI, mais aussi des consultants ou tout experts dans le domaine de la cyber. Je suis membre actif du club IBIOS et formateur IBIOS référencé auprès de l'ANSSI et donc aussi fondateur de la société Ormisec. Je fais souvent partie de plusieurs activités, que ce soit en France, mais aussi à l'international. Je participe à pas mal de conférences. Je fais souvent des retours d'expérience sur des thématiques. Je participe à la rédaction de plusieurs articles, que ce soit dans les journaux, les magazines spécialisés en France, mais aussi à l'international. Et rapidement, avant d'attaquer le sujet, je vais présenter en 2 mots la société Ornisec. Donc, c'est un cabinet de conseil assez classique, hein. Donc, on est basé à Rennes. On a une offre de service. On est, pardon, basé à Rennes, aussi à Rabat. On a une filière à Rabat, pour information, qui n'a pas encore bien démarré, mais la structure, elle est créée. Donc, il fait de l'audit, du conseil, de la conformité, de l'assistance RSSI, de la formation en sensibilisation et la gestion de crise. Je ne vais pas détailler parce que vous savez tous ce que c'est que chaque métier. Donc, on est prestataire terrain France Relance en métropole et on a travaillé avec des clients de différentes structures dans différents secteurs d'activité, que ce soit en France mais aussi à l'international. Donc, on est présent en France, dans chaque département outre-mer, au Canada, en Chine, en Allemagne, etc. Donc, avant de parler des ransomware, ben, on va juste dresser donc, les définitions sans trop s'attarder parce que c'est un sujet que vous maîtrisez normalement. Donc, les ransomware, c'est quoi? Ben, en fait, c'est des programmes malveillants, hein, comme vous savez, qui vont avoir deux objectifs. Le premier, c'est de chiffrer donc systèmes d'information pour les rendre indisponibles. Et le deuxième, c'est d'exfiltrer les données pour faire du chantage à la victime. Donc ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que c'est un marché de plus de 1000 milliards de dollars par an. Et là, je vous ai mis quelques exemples de chiffres d'affaires réalisés par les criminels les cybercriminels les plus connus, hein, comme Loki, Ryuk, etc. Et ça montre en fait que c'est un marché qui a attiré énormément d'acteurs et qui continue d'attirer plusieurs acteurs. Donc aujourd'hui, pour faire très simple, sans trop rentrer dans les détails, s'il y a un risque que les sociétés doivent traiter, c'est le risque ransomware. Je sais qu'il y en a des pros de l'analyse des risques, des méthodes, etc., IBIOS, etc. Mais en fait, moi, quand je parle avec les clients concernant la cyber, je leur demande d'être pragmatiques et surtout de se concentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, si on prend les statistiques, dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle zone géographique, s'il y a un risque qui remonte le plus souvent, c'est le ransomware. Donc, certes, il doit y avoir d'autres risques, hein, évidemment, je ne dis pas le contraire, mais s'il y a un seul risque qu'il faut considérer au sérieux, c'est le risque de ransomware. Donc, il ne faut pas perdre le temps sur le reste, il faut se concentrer d'abord sur ce risque-là, et après, dans une logique de démarche d'amélioration continue, il faut chercher les autres risques. C'est pourquoi, en fait, je précise ça dès l'introduction, parce que j'ai souvent vu des analyses des risques
où on s'amuse à faire on va dire, de la réflexion intellectuelle, à imaginer des risques d'intrusion physique ou j'en sais rien. C'est bien, il faut le faire, c'est important, mais c'est pas ça la priorité. Combien de fois on a vu des attaquants s'introduire physiquement pour brancher une petite clé USB ou un Rabordoki ou j'en sais rien, par rapport au nombre de fois où on a vu une attaque ransomware. Moi, j'étais RSSI, j'ai eu effectivement des intrusions physiques dans mon ici, j'en ai eu deux, mais à chaque fois, c'était pour voler un petit écran ou une petite imprimante pour que la personne puisse la revendre. Donc, c'était loin d'être une intrusion physique pour réaliser une cyberattaque. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les attaquants, ils sont des businessmen et comme vous le savez, un homme d'affaires, il n'est pas là pour s'exposer. Il veut gagner de l'argent le plus vite possible, le maximum possible, sans risque. Et donc, personne ne va aller s'introduire physiquement dans un local ou autre. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. S'il y a un seul risque qu'il faut traiter sur les 3 prochaines années, c'est le risque ransomware. Et voilà, si jamais ça arrive, quels sont les impacts potentiels? Ben, il y en a plusieurs, comme vous le savez. Le premier, le plus évident, c'est la disponibilité des services. Le deuxième, c'est la perte financière, que ce soit lié à la réinstallation des services, à la réponse à incident, à l'achat de matériel ou potentiellement au paiement de la rançon. Le fonctionnement en mode dégradé, l'impact très fort sur l'image, l'impact juridique, notamment si la fuite concerne des données à caractère personnel, le perte de clients. Pourquoi? Parce qu'on a constaté récemment que de plus en plus d'attaquants vont aller faire du forcing sur les clients de la victime. Je m'explique. Donc moi, je suis à un aéroport, je me fais attaquer. Dans mon écosystème, j'ai des compagnies aériennes, j'ai l'aviation civile et ainsi de suite. Et ben, l'attaquant qui réussit à attaquer mon système, il va exfiltrer notamment les données de mes partenaires ou mes clients. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire pour forcer la victime à payer la rançon? Il va appeler les clients et les partenaires, il va leur demander en fait de me forcer à payer la rançon, sinon leurs données vont aller sur Internet. Et ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à voir récemment de plus en plus, et ce qui fait en fait que la victime il se retrouve en fait bombardée des demandes de ses clients et ses partenaires qui lui demandent de céder et de payer la rançon, et donc potentiellement de les perdre si jamais il ne fait rien. Après, il y a tout ce qui est fuite des données, dépôt de bilan et les pertes de chiffre d'affaires. Quelques chiffres, ça c'est très important parce que souvent on parle d'attaques ransomware, mais parfois j'ai vu en fait qu'il y a des estimations très très optimistes si jamais ça arrive. Donc là, ce sont des chiffres remontés par l'ANSSI. Donc, suite à différentes réponses à incidents qu'ils ont réalisés. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. En fait, ils ont calculé en fait combien de temps il faut pour reconstruire un système, sortir du monde dégradé et sécuriser le ici. Donc, si demain vous vous faites attaquer, il faut compter plusieurs semaines avant de redémarrer l'activité. Donc, dans les meilleurs délais, on est sur 6 mois, généralement. Pour sortir du mode dégradé, c'est généralement plusieurs mois. C'est souvent entre 6 mois et 18 mois de mode dégradé. Et pour sécuriser, avoir un niveau de sécurité correct, il faut plusieurs années, souvent entre 3 ans et 5 ans. Donc, demain, il y a une attaque ransomware. Il ne faut pas espérer redémarrer l'activité au bout de 2 clics parce qu'en fait, vous avez cru à tous les arguments commerciaux que vous avez eus de la part de vos fournisseurs qui vous disent que nous, on a une solution anti-ransomware. En 2 clics, vous redémarrez comme si rien n'était. Ça, c'est faux, c'est du pipeau, ça ne marche pas dans la vraie vie. Demain, vous vous faites attaquer, il ne faut pas espérer moins de 6 mois de mode dégradé, voire plus, si jamais en fait, votre niveau de sécurité il est relativement faible. Et d'ailleurs, avant de parler de l'exemple de la mairie d'Angers, vous avez tous suivi ce qui s'est passé à Soprasteria. Donc, ils ont eu une attaque récemment. J'avais échangé avec quelqu'un de leur équipe SOC. Il m'a dit qu'ils ont mis 2 mois et demi avant de sortir de la situation de crise. Donc, ça, c'est pour une société spécialisée en cyber qui est composée de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes experts dans le domaine. Et ils ont mis plus de 2 mois et demi avant de rétablir les systèmes. Donc, comment vous imaginez une petite équipe de 5 ou 10 personnes dans une DSI réagir plus efficacement face à une attaque? C'est impossible. À un moment, il faut être pragmatique, donc il faut être conscient de ça et surtout le partager avec la direction. Donc là, c'est quelques exemples concrets. La mairie d'Angers, ils ont mis 18 mois de mode dégradé. Et donc là, il y a un bon témoignage de leur maire sur Brut qui expliquait qu'ils étaient incapables même de produire un extrait d'acte de naissance. Pourquoi? Parce que tout était à plat. Ils n'avaient pas du tout accès à leur système d'information. Et ça, le mode dégradé, ça a duré 18 mois. Ça, c'est la vraie vie. C'est ce qui se passe vraiment dans le terrain. Et donc, voilà. Après, j'ai un autre exemple aussi, c'est les coûts. Combien ça coûte donc une cyberattaque. Ça, j'ai les chiffres de l'hôpital d'Essonne, donc en métropole.
Donc, ils ont eu une attaque. Le coût de remise en état des systèmes, c'était de 2 millions et le coût de sécurisation, c'était de 5 millions d'euros. Donc, le coût total, c'était de 7 millions d'euros. Donc, un, ça prend beaucoup de temps et deux, ça coûte énormément d'argent si demain on se fait attaquer. Et du coup, pour comprendre pourquoi on a de plus en plus d'attaques, ben, il faut revoir en fait l'écosystème de la menace qui commence à être de plus en plus structuré. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, cet écosystème-là, il s'est bien structuré. Ils ont repensé leur modèle économique et ils ont digitalisé le parcours client. Je m'explique. En fait, il y a 10 ans, à peu près, on se protégeait principalement contre des attaquants. Ils étaient des vrais attaquants, des vrais hackers, comme on appelle ça, des vrais experts, qui étaient capables d'attaquer un système, de faire leur intrusion, de développer potentiellement des outils, des malwares propres à chaque client. Et donc, ils étaient, un, très nombreux, et deux, leur efficacité n'était pas du tout au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le temps de tout attaquer. Et donc, ces gens-là, ils ont vu qu'ils ont beaucoup de compétences, beaucoup de moyens, mais ils ne gagnent pas énormément de chiffre d'affaires. Donc, ils ont repensé leur modèle économique. Ils ont dit qu'au lieu que ce soit nous qui attaquons les victimes, on va développer des plateformes, ransomware as a service, qu'on va mettre à disposition de toute la planète. Et comme ça, nous, on touche une commission sur chaque cyberattaque. Et c'est ça, en fait, ce qui a explosé la surface d'attaque, en fait, les sources de risque. Parce qu'avant, on partait d'une petite population experte dans le domaine. Et maintenant, en fait, on se protège face à des scripts qui disent, hein, qu'on appelle, qui vont utiliser directement des outils prêts à l'emploi. Et donc, qui se comptent par des millions dans le monde entier. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui veut attaquer une structure, bah, en fait, ça devient un jeu d'enfant. Donc, il accède donc, sur des sites spécialisés dans le dark, que vous connaissez. Euh, il va acheter des accès, il va payer en fait des outils de ransomware à des services, il va cibler, et il va voir un tableau de bord qui va lui montrer l'avancement de ses attaques et combien il a gagné. Et même une fois qu'il a gagné de l'argent en Bitcoin, il y aura un service qui va l'aider à faire du blanchiment de Bitcoin pour sortir l'argent dans le monde, dans le vrai monde. Et ce qui fait en fait que le parcours utilisateur, il est 100% digitalisé. Il y a même du formation, il y a du service après-vente. Si jamais on n'arrive pas à attaquer un client, on peut appeler le support, ils peuvent nous expliquer. Et le retour sur investissement, il est généralement de plus de 500%. Donc c'est impressionnant. Pourquoi? Parce que ça rapporte énormément les cyberattaques. Une donnée personnelle, on peut la vendre jusqu'à 2 euros par personne, par donnée. Et une donnée de santé, ça peut aller jusqu'à 400 euros. Donc sans parler des ransomware. Donc, ça montre que ça attire de plus en plus de monde, même des scripts qui disent qu'ils connaissent rien en informatique et qui sont maintenant devenus des sources potentielles. Donc, quelques chiffres en France. Donc là, c'est effectivement, j'ai pas la vision pour l'instant en Afrique, mais ça permet de donner une idée. En tout cas, clairement, une augmentation de 250% des signalements d'attaque en 2020. 54% des entreprises ont subi une attaque ransomware. Le coût moyen de la rançon, c'était 6 000 euros. Pourquoi? Là encore, une autre innovation dans le modèle économique des attaquants, c'est qu'avant, ils demandaient des montants assez importants. Et ils ont compris en fait que les sociétés, les victimes, n'arrivaient pas à payer tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et donc, ils ont dit, bah, au lieu de demander trop et ne pas être payé, bah, on va demander peu, comme ça, on est sûr d'être payé. Et ce qui fait en fait que maintenant, de plus en plus de sociétés préfèrent d'être payées, enfin de payer, pardon, que de gérer l'incident. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'au moins le coût de la rançon, c'est pas si excessif que ça. Donc, on peut prendre le risque de ne pas récupérer nos systèmes. Sachant que il y a un chiffre, suite à une étude qui a été réalisée récemment en France, c'est que 65% des sociétés attaquées en France payent la rançon. Là encore, il ne faut pas se mentir, il y a le discours officiel qu'il ne faut pas payer la rançon, etc., etc. Mais sur le terrain, aujourd'hui, on constate que les sociétés payent quand même la rançon. Après, c'est compréhensible, hein, parce que quand vous arrivez voir votre patron, vous lui dites ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour remettre en état de marche les systèmes sur au moins 6 mois, et que derrière, la rançon, ça coûte 6 000 euros. Bon, je pense que vous mettez-vous à la place du DG, votre choix, il sera vite fait. Donc là, ça montre qu'il y a l'impact Covid aussi qui a joué parce qu'on a exposé les systèmes d'information avec du télétravail, du VPN, du Citrix dans tous les sens.
ce qui a fait qu'il y a de plus en plus d'attaquants et donc de plus en plus de victimes. Mais surtout, moi, là où je voulais revenir, c'est l'impact de la décision de Bercy. Là, encore une fois, c'est en métropole. Comme vous l'avez suivi, hein, Bercy, ils ont donné le feu vert pour rembourser les rançons par les assureurs. Et là, on a constaté un pic de ciblage en métropole, notamment par Lockbit, qui a ciblé pratiquement que des clients français, parce que là, ça devient un coup sûr, et du coup, tant mieux pour l'Afrique, parce qu'au moins là, on est sûr que si on attaque une société française, derrière, on est sûr d'être remboursé, d'être payé, et le client, il sera remboursé, donc tout le monde est gagnant. Après, il y a souvent la question, c'est est-ce que si je me fais attaquer, est-ce que je paye la rançon ou non? Donc, comme je disais, 65% des entreprises payent. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 20% des entreprises qui payent, qui vont jamais recevoir leurs données. Ça, c'est suite à une étude qui a été réalisée par Kaspersky. Donc, il y a aussi ce risque-là. Mais quand on compare ce risque par rapport au coût de la rançon, c'est souvent acceptable. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, hein, donc ça permet d'interagir. Alors, Ayoub, Oui. il y a plusieurs questions. Oh, docteur Omar Diawo, je te laisse poser ta question et après moi, je vais poser la mienne. Omar Diawo, tu peux activer ton micro, hein. Ah, tu as un problème de micro. Donc, je vais lire sa question et c'est que, est-ce qu'il y en a un pourcentage d'entreprises qui ont déposé un bilan fermé définitivement après une attaque par ransomware? Non, on a les statistiques au niveau monde. Ouais. Moi, j'avais vu sur une étude Accenture de mémoire que c'était 65% pour les PME. D'accord, ok. Oui, des PME, j'en connais, je pense. Moi, ma question, c'est que est-ce qu'il est vrai qu'il y a des outils et des modes opératoires pour réaliser un ransomware qui sont vendus dans le dark web, à tes connaissances? Bien sûr, et là, j'avais pris une capture d'écran d'un des outils, celui-là, celui que j'ai mis au D'accord. milieu. Et Oui, en fait, lui, c'est très simple. Donc, tu te connectes, tu choisis tes cibles que tu veux attaquer. Et après, en d'accord. fait, tu cliques sur le bouton et tu attends. Parce qu'en fait, lui, tout est automatisé, en fait. Et derrière, t'as un tableau de bord, tu arrives tous les matins, tu vois ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé, etc. Et c'est pourquoi, en fait, ça devient de plus en plus dangereux parce que derrière, ça devient très facile. C'est à partir d'une vingtaine d'euros le service. Et donc, c'est accessible à tout le monde. Et derrière, quand tu vois les gains que tu peux réaliser, bah, ça donne envie à tout le monde, quoi. Ouais, d'accord. Donc, dernière question, et tu vas continuer à dérouler, c'est que quelles sont les difficultés que rencontrent les pouvoirs publics pour mettre hors d'état de nuire les rançonneurs et surtout les développeurs des plateformes de ransomware à ce service? C'est-à-dire, Bah, en fait, ouais, je vois très bien la question. Bah, ça, je vais poser la même question pour les dealers, pour tout ce qui est pédophilie, pour tout ce qui est vente de drogue et d'armes, etc. C'est parce que, comme vous le savez tous, c'est très, très, très difficile de traquer les gens sur le darknet. Et donc, on ne va pas investir énormément de moyens pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y en aura tellement, il y en a tellement que c'est perdu d'avance d'aller chercher les coupables pour les arrêter. Parce que on peut arrêter un service, demain il y en aura une centaine d'ouverts, donc en fait c'est perdu d'avance. Et donc d'accord. on va intervenir uniquement si jamais en fait l'attaquant il fait quelque chose de très grave, notamment attaquer le FBI. D'accord. Il y a Serifoulaye Diallo aussi. Serifoulaye, tu peux activer ton micro, hein. Ça sera que ça ne soit pas monotone comme ça. Tu peux activer ton micro pour poser ta question. Serifoulaye Diallo. Serifoulaye, tu nous entends? D'accord, bonjour. Bonjour. C'est pas si vous m'entendez? Ouais. D'accord. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez un pourcentage d'entreprises avec une bonne hygiène cyber qui ont subi des attaques réussies avec un niveau d'impact élevé? En fait, là, c'est très difficile de sortir des statistiques sur ce point-là, parce que là, c'est très difficile. Moi, j'en connais pas. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que, comme j'ai expliqué, les attaquants aujourd'hui, c'est des hommes d'affaires. Donc, ils ont besoin de gagner le maximum rapidement, efficacement. Et souvent, en fait, pour illustrer ça, moi, ce que je donne souvent une caricature d'un ours euh, qui court derrière un groupe de gens. Et je demande, donc voilà, je me pose la question, à quelle vitesse vous allez courir? D'accord. Par exemple, voilà, Bail, selon toi, tu es dans un groupe de gens et il y a un ours qui court derrière toi. À quelle vitesse tu vas courir?
Est-ce que tu as une Du coup, idée? D'accord. vitesse max. Ouais, je comprends. Je comprends. En fait, la réponse, c'est très simple. Il faut juste Ouais, courir plus vite que le dernier. c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ours, il va pas chercher tout le monde, il veut prendre le premier. Et s'il arrive chez toi et qu'il commence à attaquer ton système, il voit que tu as mis en place les bases, bah, il va pas perdre le temps, sachant que ton voisin, il a rien mis en place. C'est Donc, s'il clair. voit que tu as mis en place du MFA, de la sensibilisation, de l'anti-phishing, de l'anti-ransomware, etc., de l'EDR et tout ce qui va avec, bah, il ne va pas se casser la tête avec toi ici, il va directement voir les voisins. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour t'attaquer toi, il est là pour gagner de l'argent. Et D'accord. souvent, en fait, sauf si bien évidemment, tu portes un pot de miel. Bon, là, il va te suivre, quelle que soit ta vitesse. Mais souvent, les entreprises, et on est assez classique, hein, à part deux, trois entreprises qui sont très critiques, la majorité, on est au même niveau. Et donc, souvent, il faut juste être un petit peu mieux, un petit peu meilleur que tout le monde. On ne va pas chercher la sécurité parfaite, mais on va juste chercher un petit niveau qui est confortable, qui va permettre, en fait, de rendre la tâche difficile à un attaquant. C'est très clair, c'est très pertinent, Ayoub. Et donc, on va continuer. Après, il reste le débat Ouais, sur la ok, légifération de la France, sur bien sûr. le fait qu'il faut payer. Je pense qu'on va en parler à la fin. Ok. Mm. Donc après, donc avant de savoir comment on se protège contre un risque ransomware, ben, il faut comprendre l'attaquant. Aujourd'hui, c'est pas secret maintenant. Tout le monde sait comment ça se déroule une attaque ransomware. Et là, encore une fois, au lieu d'aller perdre du temps à faire de la réflexion intellectuelle sur les risques, les scénarios d'attaque, etc. Oui, c'est bien. Ça fait des jolis rapports d'analyse des risques qui vont faire plaire à l'ANSSI ou tout ce que vous voulez. Mais derrière, enfin, en fait, sur le terrain, on voit que le mode d'attaque, il est assez classique, c'est assez simple. Donc, il ne faut pas perdre du temps à chercher des choses qui sont assez tordues. Et donc, souvent, l'attaquant, il va avoir l'accès initial, il va chercher un mouvement latéral avec escalation de privilèges, il va voler les données et chiffrer les données. Après, il va demander la rançon. Et comment il va faire concrètement? Bah, la première chose, c'est soit il va acheter des outils, soit il va les développer, mais souvent il va acheter. Il va cibler, il va identifier une cible potentielle. Après, il va acheter des accès réseau. C'est pourquoi c'est très très intéressant d'aller faire un tour. Il y a des outils maintenant qui permettent de le faire du CTI pour aller chercher sur le DAX s'il y a quelqu'un qui parle de nous. Donc, soit il va acheter des outils, soit il va utiliser des techniques de compromission très connues, très basiques, comme du brute force sur RDP, comme l'attaque par des prestataires, le point d'eau, l'hameçonnage, etc. Une fois qu'il a entré, là, il va se propager et après, il va chiffrer les ressources. Et là, on va voir quelles sont les techniques d'attaque les plus utilisées, les points d'entrée les plus utilisés selon les statistiques. Donc, selon Security Boulevard, il y a trois risques, trois portes d'entrée utilisées aujourd'hui par les attaquants. Le premier, donc ça reste le RDP compromis. Là, vous pouvez dire, ouais, mais bon, personne n'utilise du RDP aujourd'hui. Je vous invite à aller voir Shodan et vous allez voir des surprises. Ensuite, il y a les mails de phishing. C'est très classique, ça reste l'entrée principale qui est massivement utilisée aujourd'hui par les attaquants. Et après, tout ce qui est exposé sur Internet est vulnérable. Mais aussi, on a constaté récemment que les attaquants, ils vont aller chercher des complices en interne pour leur proposer un pourcentage jusqu'à 40% de la rançon si jamais ils donnent les accès. Ils cliquent sur un lien ou autre. Et là, imaginons une boîte qui fait 1000 personnes, 2000 personnes. Vous demandez à une grande partie de ces salariés-là, juste après les entretiens annuels, je pense que vous avez de grandes chances d'avoir quelqu'un qui était dégoûté un petit peu de son entretien et qui va accepter de vous donner les accès, sachant qu'il ne risque rien parce qu'il va dire que bah, moi, je ne savais pas, je n'étais pas sensibilisé. Selon l'ANSSI, il y a 4 points d'entrée potentiels. Le premier, c'est les serveurs qui sont exposés directement, sans VPN, sans filtrage IP, etc. Donc, on voit de plus en plus de Citrix, de RDP, de SSH. Moi, j'ai même vu de l'AD ou de l'LDAP exposés sur Internet, sachant que tous ces protocoles-là n'ont pas été conçus pour être visibles sur Internet. Le deuxième, c'est le phishing. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le point d'entrée essentiel. Ensuite, c'est l'attaque par un tiers, donc les partenaires, que ce soit un client, fournisseur, prestataire ou tout ce que vous voulez. Et le meilleur exemple, c'est TV5 Monde, où on a CRY, où on a réussi à passer par un tiers. Et le dernier, c'est les systèmes vulnérables exposés sur Internet. Et là, les plus connus, c'est le F5 Big IP. Moi, j'ai eu beaucoup de clients qui ont eu un ransomware avec ça, parce qu'ils avaient leur F5 exposé sur Internet, les pare-feu, et qui était donc, comme vous l'avez suivi, hein, donc il était objet à une zero day. Ils n'ont pas patché. Et donc, derrière, bah, il y a des outils automatisés qui ont scanné, qui ont trouvé la vulnérabilité. Donc, ils ont réussi à s'introduire. Et là, pareil, n'hésitez pas à utiliser l'outil Shodan.
pour voir en fait si il y a quelque chose de visible de vos clients ou de votre structure, ou même lancer des scans de vulnérabilité externes. Il y a des outils gratuits qui permettent de le faire, comme OpenFace ou autre. Et donc là, je vous ai mis le parcours type d'un attaquant ransomware. Donc la première étape, c'est que l'attaquant, il va envoyer un mail de phishing. Ça, c'est vraiment ce qui arrive dans 99% des cas. Le mail, évidemment, il va éviter les filtres qui sont mis en place par la solution de messagerie, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce ils sont mal configurés. Les salariés, ils vont cliquer, même si vous sensibilisez, faites ce que vous voulez, il y aura toujours un salarié qui va cliquer. Ensuite, le malware, il ne va pas être détecté par l'antivirus, pardon, tout simplement parce qu'il va remonter directement en mémoire. Et comme vous le savez, l'antivirus, il se passe sur deux éléments pour faire son travail. Premièrement, le malware doit être déposé sur disque pour qu'il puisse l'analyser. Deuxièmement, il faut qu'il connaisse sa signature. Les attaquants, ils ont compris ça et ils ont proposé donc aujourd'hui des malwares qui adressent les deux points. Le premier, c'est que le malware, il est directement injecté en mémoire. Donc, le disque dur, il ne voit jamais en fait les sources sur l'espace disque. Et aussi, le malware et les mutants, en fait, ils changent sa signature d'une machine à l'autre. Donc aujourd'hui, les antivirus, ça sert pratiquement pas à limiter les risques ransomware. Et donc le premier malware qui est déposé, c'est pas le malware qui va vous attaquer, évidemment. C'est juste ce qu'on appelle, nous, un dropper. Concrètement, c'est quoi? C'est un petit logiciel qui va aller collecter le maximum d'informations sur votre site. Donc, il va récupérer des comptes, récupérer des documents, récupérer des informations sur les vulnérabilités, sur les versions, etc. Après, il va compiler tous ces données-là. Il va les envoyer à un serveur de contrôle-commande. Et donc, le serveur de contrôle-commande, lui, va préparer le malware qui est propre à votre contexte, à votre système. Il va l'envoyer avec le canal qui a été mis en place avec le dropper. Et à partir de là, le malware, il va chiffrer les données et exfiltrer les données pour les envoyer au contrôle-commande. Et après, il va vous demander de payer la rançon. Et surtout, il va en fait tenter d'attaquer les autres clients de votre écosystème, donc vos partenaires, parce que quand on prend la main sur la messagerie, en fait, on voit les carnets d'adresse et là, on va tenter de compromettre tout le monde. Et euh, donc ça, c'est le cas assez classique. J'ai des anecdotes là-dessus aussi. Hein. J'ai travaillé avec un client qui a eu une attaque cette année. Et en fait, heureusement pour lui, il a fait face à un attaquant qui n'était pas très, très expert. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? La première ligne, c'était ça, donc intrusion assez classique. Par contre, à la deuxième ligne, au lieu d'envoyer un malware qui va chiffrer les systèmes, il a envoyé juste un malware qui active BitLocker et qui récupère la clé de chiffrement. Et donc, il a commencé à activer BitLocker sur tous les serveurs. Donc, les serveurs, il les redémarrait, donc ils étaient indisponibles parce qu'il fallait rentrer la clé, jusqu'au 10e serveur où il a BitLocké l'AD. Et donc, il est tellement naïf qu'il s'est coupé même lui-même les accès. Et donc, il n'avait plus accès au système. Et donc, l'anecdote, c'est que pour leur dire qu'ils se sont fait attaquer et que derrière, il fallait payer la rançon pour récupérer les systèmes, vu qu'il n'avait plus les accès ici, il a en fait lancé une impression sur toutes les imprimantes du client. Il sortait des papiers en fait à la chaîne qui dit voilà, vous vous êtes fait attaquer, pour récupérer vos systèmes, il faut payer tant sur telle adresse. Et donc là, c'était très très basique comme attaque. Ils ont coupé les accès, ils ont redémarré les serveurs à partir de la sauvegarde et c'était réussi. Mais là, c'est très marginal. Ce qu'on voit souvent, c'est ce que j'ai présenté ici. Maintenant, les solutions. Je ne sais pas s'il y a des questions d'abord par rapport à cette partie. Ouais, je ne sais pas s'il y a des questions. Hop, oh, je parlais, mais j'avais le micro qui était coupé. Alors, je disais que, enfin, il n'y a pas de question. C'était juste Okay. une anecdote qui disait que, enfin, je me souviens avoir soulevé le risque d'un ransomware en 2014 et on m'avait dit que c'était impossible d'enlever ce risque. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? En fait, ça, la réponse, c'est Est-ce que très toi, tu pertinent. penses que, ouais, est-ce que C'est toi, très tu penses que pertinent c'est impossible d'enlever le risque par ransomware? en fait, c'est très pertinent comme remarque. Hein. Et d'ailleurs, quand tu parles avec des experts cyber, il n'y en a aucun qui va te dire qu'il est possible d'enlever un risque. Il n'y en a aucun, sauf s'il n'a pas rien compris dans la cyber. Alors, en fait, nous, ce qu'on fait, on va juste réduire le risque. On va réduire la probabilité du risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, on va jouer sur deux choses. Ça, il faut vraiment retenir ça.
on va jouer sur le premier volet, c'est mettre en place de l'hygiène, des mesures assez basiques, des quick wins, que j'appelle moi des quick wins, pour rendre la tâche compliquée. Donc là, ça évitera en fait les attaquants opportunistes qui arrivent juste pour attaquer toute la planète. Et voilà, s'il voit que vous avez mis en place le minimum, il va aller voir le voisin. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qui est le plus important également, qu'on oublie souvent, c'est de mettre en place le maximum de barrières possibles avec une stratégie de détection afin de ralentir l'attaquant le maximum possible pour qu'il fasse des erreurs, pour qu'il génère des traces, pour qu'on puisse le détecter. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter l'attaque, mais soit on va le décourager, il va être démotivé de continuer à nous attaquer parce qu'il voit qu'il y a 2-3 barrières et donc là, il va aller voir les voisins. Soit en fait, on aura mis des barrières qui ont poussé l'attaquant à faire des erreurs, à lancer des scans, à aller faire de l'escalation de privilèges ou autre. Et donc, il va générer des traces à différents niveaux de ici. Et donc, avec une stratégie de détection, on pourra le détecter rapidement. Et dans ce cas, on pourra le neutraliser. Mais en aucun cas, on vous dit qu'on va traiter à 100% ce risque-là. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est un discours qui est très dangereux. Si vous dites ça à votre direction générale, en fait, ils vont pas, en gros, ils vont pas vous écouter. Pourquoi? Parce que eux, ils ont l'habitude de traiter les risques. Ils savent très très bien qu'un risque, on peut pas le traiter. Et donc, ils vont vous challenger là-dessus. S'ils vous disent qu'on peut pas, c'est impossible d'enlever le risque, on lui dit, ben, évidemment, c'est impossible. Personne n'a dit que c'est possible, mais on est là juste pour le réduire. Et donc voilà, justement, pour réduire ce risque-là, il y a deux niveaux on va dire, de mesures de sécurité ou de stratégie, on appelle comme on veut. Souvent, moi, ce que j'ai vu dans la vraie vie, c'est que les consultants, les experts, les RSSI, ils vont directement aller sur le deuxième niveau pour plusieurs raisons, hein, parce que c'est ce qu'on maîtrise le plus, c'est ce qui est visible, c'est la partie la plus, on va dire, la plus visible dans un IC, c'est de mettre en place des solutions, etc. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez, et c'est que la deuxième étape de la stratégie cyber. La première étape, c'est ce qui est souvent mal fait, c'est travailler le niveau management afin de considérer l'IT et la cyber comme un enjeu stratégique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, dans la majorité des structures, l'informatique ou la cyber au sens large, c'est toujours vu comme une simple fonction support. Donc, on achète des cartons, on déballe les cartons, on branche et ça marche. Et tant que ça marche, ils peuvent venir nous embêter. Et donc, malheureusement, tant qu'on n'a pas réussi à changer cette culture-là, pour leur dire que sans informatique aujourd'hui, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche, et bien là, en fait, on ne pourra pas aller trop loin. Pourquoi? Parce qu'on va être face à des commentaires comme ce qu'a dit Omar. Ils vont nous dire, ouais, c'est impossible, donc on fait rien. Ouais, on n'a jamais eu de problème, donc je ne vois pas pourquoi je vais le faire demain. Ouais, regarde, les voisins, ils n'ont rien eu, donc c'est pas moi qui va faire ça aujourd'hui, etc., etc. Donc, il faut travailler le niveau management, et ça prend entre 2 ans et 3 ans. Il ne faut pas espérer arriver avec une réunion de restitution d'1 heure face à un DG et que le mec comment dire, change de stratégie du jour au lendemain. C'est pas possible. C'est du rêve. Ça, vous avez ça que dans l'équipe de l'ANSI, de l'ISO ou autre. Dans la vraie vie, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut du travail périodique pour essayer de les sensibiliser et de leur dire qu'il ne faut pas juste se sentir concerné, il faut être vraiment contributeur. Et c'est ça la différence. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est sensibilisé, il dit oui, effectivement, je suis d'accord, ça fait la une des news tous les jours, etc. Mais je fais rien. Par contre, quelqu'un qui est contributeur, il va participer, il va mettre des moyens, il va mettre des objectifs, il va mettre des budgets, etc. Et là, c'est ça ce qui va changer la donne et qui va vous permettre du coup d'avoir un vrai programme de sécurité. Et une fois que vous avez ça, une fois que vous avez réussi à mettre en place un cadre de gouvernance, là, on peut passer à l'étape suivante, qui est pour moi, c'est pas la plus compliquée, parce qu'une fois qu'on a les moyens, le budget, l'argent, etc., derrière, c'est facile, hein, on fait des devis, on déploie des solutions. Et donc, l'idée, c'est là encore, il ne faut pas aller chercher la sécurité parfaite. Il faut aller étape par étape, en fonction de notre niveau de maturité et de notre contexte actuel. Si on démarre de très loin, ça ne sert à rien d'aller chercher le NIST ou les ou autres. Commençons par le guide de PME à 12 règles de l'ANSSI ou celui de guide d'hygiène à 42 règles. L'objectif, même pour vous les consultants, si demain vous travaillez avec une société, ça ne sert à rien de fournir un travail qui est parfait, qui va plaire effectivement aux régulateurs, mais tout en sachant que ce travail-là, il ne va jamais voir le jour. Moi, j'ai vu des rapports avec plus de 200 mesures de sécurité, une centaine de pages pour une PME, alors qu'on sait très très bien, même si on fait que ça pendant 2 ans, on ne va pas y arriver. À quoi sert du coup ce rapport-là?
juste pour faire peur, du coup, aux clients, et du coup, on aura l'effet inverse, donc ils vont rien faire. Donc moi, ce que je recommande souvent aux clients, même aux consultants, c'est d'aller étape par étape. On prend 5 projets maximum par an sur 3 ans, et après, on s'améliore. Sinon, en fait, on fait rien au bout de 3 ans. Et là, c'est encore pire. Et donc, je vous ai donné ici quelques étapes pour convaincre les DG. Première étape, c'est de leur expliquer d'où on part. Donc, faites vos audits, ce que vous voulez, mais montrez-leur des rapports, enfin des radars, des cartes de risque, ce que vous voulez. Choisissez l'outil que vous souhaitez. Mais en tout cas, il faut leur montrer que du visuel. Il ne faut pas leur dire qu'il y a une injection SQL potentielle ou une attaque DDoS, j'en sais rien, parce que là, ils ne vont rien comprendre. Montrez-leur des radars. Mais même ça, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est juste le début. Deuxième étape, il faut leur montrer des conséquences. Ça veut dire que si demain, il n'y a rien qui bouge, ils ne prennent aucune décision, quelles sont les conséquences potentielles? Et là, il faut chiffrer. Si vous dites qu'il y a un impact sur le chiffre d'affaires, ben, il faut donner une estimation. Si vous dites qu'il y a un impact sur le mode dégradé, ben, il faut donner une estimation sur la durée. En tout cas, il faut que ça soit concret, chiffré, travailler avec les métiers afin que ça parle aux décideurs. Sinon, en fait, pour eux, il n'y a pas d'impact, c'est que de la paranoïa, et ils vont vous dire qu'on n'est pas la NASA. Troisième point qui est souvent pas du tout adressé par les RSSI ou même les consultants, c'est identifier les causes, identifier d'où viennent les vrais problèmes. Sinon, malheureusement, peu importe le plan d'action que vous allez proposer, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous agissez que sur les conséquences, vous n'allez pas adresser les problèmes en profondeur. Et là, quand je travaille avec des clients aujourd'hui, je me rends compte que la majorité des problématiques liées à la cyber sont issues soit d'un manque de gouvernance, soit d'un manque de ressources parce qu'on n'a pas assez de bonhommes pour faire le travail, soit parce qu'on n'a pas de budget cyber, soit parce qu'on a une dette IT, soit parce qu'on a des applications qui ne supportent plus des nouvelles versions, etc., etc., etc. Mais malheureusement, quand on regarde les rapports d'audit, on voit juste, il faut mettre à jour les serveurs, il faut durcir, il faut chiffrer, etc. Ben, évidemment, euh, la définition, d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus aussi, la définition de l'idiot selon Einstein, c'est celui qui fait toujours la même chose et espère avoir un résultat différent. Donc, voilà, c'est un peu débile de sortir un plan d'action, sachant qu'on joue avec la même équipe. Donc, tant qu'on n'a pas mis le doigt là où ça fait mal, bah, en fait, votre travail, je peux vous le dire dès maintenant, il ne servira pas à grand-chose. Les équipes informatiques, ils vont jouer le jeu les 2-3 premiers mois. Après, ils vont rapidement être pris par le quotidien et vont arrêter de faire de la cyber parce que voilà, il y a la prod d'abord et les incidents, etc., etc. Ensuite, une fois qu'on a analysé les causes, donc on va présenter la stratégie pour traiter à la fois les causes et les conséquences. Et là encore, moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent les consultants ou même les RSSI, ils présentent la stratégie. Ça, c'est faux. Ça ne marche pas. Vous n'allez jamais y arriver, sauf si vous avez la chance d'avoir un DG qui est sensibilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on ne leur demande pas de faire un arbitrage. On leur impose une solution. Et les DG, ils n'aiment pas ça. Eux, les DG, leur travail, c'est de comprendre les risques, de comprendre les différentes solutions et de choisir une des solutions en fonction du coût et du niveau de risque. Mais malheureusement, c'est généralement pas du tout fait par les consultants et les RSSI, ce qui fait que derrière, bah, la DG ne suit pas le programme. Donc, ils vont assister à la restitution, ils vont dire effectivement, vous avez raison, qui vivra verra, au revoir, on fait rien. Alors que moi, ce que je propose souvent, c'est quand on fait notre matrice des risques ou notre radar, on arrive avec 3 stratégies. Une stratégie qui réduit un petit peu et du coup qui va avoir le coût voilà, le moins important. Une stratégie intermédiaire avec un coût intermédiaire et une stratégie en fait qui est avec un niveau de sécurité maximum, du coup avec un coût très important. Et au moins avec ça, on leur donne la possibilité de choisir. Et c'est en fait, on appelle ça de l'ingénierie sociale, hein, c'est vraiment de la manipulation dirigée. Parce que si on ne fait pas ça, si j'arrive avec la stratégie numéro 3, par exemple, même si ça coûte que 1000 euros, ben, ils ne vont pas accepter parce qu'en fait, on ne leur donne pas la possibilité de choisir. Pour eux, on leur impose une solution et ils ont l'impression en fait d'être coincés, ils doivent choisir cette solution-là, donc ils ne le font pas. Et les décisions qu'on doit avoir souvent, c'est lié aux ressources, donc les recrutements ou l'externalisation, deux, lié au budget, que ce soit le build ou le run. Si à la fin d'un accompagnement ou même à la fin de la prison de poste d'un RSSI, j'ai pas ça, j'ai pas les recrutements plus des budgets, c'est que mon travail n'a pas été jusqu'au bout. Et j'ai juste livré un rapport pour livrer un rapport, et que derrière, en fait, au bout de 2-3 ans, je reviens et il n'y a rien qui va bouger. Donc on prend le rapport, on le met dans un coin de table, en attendant les prochains rapports et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est vraiment de proposer plusieurs stratégies à la direction générale jusqu'à ce qu'on arrive à avoir quelque chose de supportable.
Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a les budgets, etc., bah, c'est à ce moment-là qu'on va lancer les projets techniques. Et souvent, d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse là-dessus, la majorité des RSSI que j'ai vus, ils ne commencent pas par cette partie-là, ils commencent directement par les solutions techniques. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, si on voit les RSSI, bon, il y a 4% des sociétés où on a voilà, on va dire des vrais RSSI qui sont issus de la cyber. Mais sinon, la majorité, ce ne sont pas des profils issus de la cyber. En fait, c'est souvent de la reconversion. Ils étaient avant des chefs de projet, des DSI, des RSI ou des administrateurs réseau, ce que vous voulez. Et donc, quand ils arrivent, bah, ils vont faire ce qu'ils maîtrisent le plus, donc déployer des solutions techniques. Donc, au début, les 2, 3, 4 premiers mois, ils vont essayer de déployer des solutions. À un moment, ils vont être rapidement pris par les contraintes techniques, les contraintes organisationnelles et les contraintes budgétaires. Étant donné qu'ils n'ont pas mis en place le cadre de gouvernance, et ben, c'est bloqué et ils ne peuvent rien faire. Après, donc, il y a des solutions après techniques à mettre en place. Et là encore, j'ai mis quelques exemples. Là, ce n'est pas les solutions, mais pour moi, c'est les must-have. C'est avant tout la sensibilisation. Et la sensibilisation, encore une fois, c'est bien de faire des outils e-learning, mais mon avis là-dessus, c'est que ce n'est pas la seule solution qu'il faut mettre en place. Certes, c'est bien d'avoir des e-learning, mais c'est uniquement pour des piqûres de rappel. Au début, il faut de l'humain. Il faut vraiment avoir des gens qui vont aller sensibiliser les différents salariés, etc. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, 99% des attaques passent par un salarié. Ensuite, l'authentification forte sur tout ce qui est exposé sur Internet, que ce soit des VPN, Bastion, des Office 365 ou autres. Il ne faut rien exposer sans VPN, que ce soit du SSH, LDAP, RDP. Et derrière, le VPN aussi, il faut le sécuriser. Hein, donc, du MCS, du MFA, de la certificat machine. Ça, ce sont des quick wins. Par exemple, si vous utilisez du VPN dans votre structure, vous pouvez activer l'authentification de PC en activant l'authentification par certificat machine. Pourquoi? Parce que chaque machine, elle est dans l'AD, et donc il a un certificat. Du coup, on peut à la fois authentifier l'utilisateur, mais aussi authentifier la machine avec son certificat, ce qui fait un deuxième facteur. Le MCS est strict, parce que là, encore une fois, c'est souvent, une fois qu'on est dans un IC, la première chose qu'on va faire, bah, c'est analyser et trouver des vulnérabilités. Et là encore, je ne vais pas vous dire qu'il faut avoir une procédure MCS et l'appliquer, parce que ça ne marche pas dans la vraie vie. C'est que, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas assez de ressources. Moi, ce que je dis aux clients, c'est à minima, faire la chasse au CVE, donc déployer des outils de scan de vuln interne, externe, et traiter uniquement les CVE critiques exploitables dans votre contexte. Parce que sinon, si vous voulez si vous voulez vous amuser à traiter l'ensemble des vulnérabilités de votre IC, bah, il vous faut une équipe de 10 personnes pour ça. C'est clair. Et donc, au lieu d'aller chercher la sécurité parfaite, encore une fois, il faut aller vraiment droit au but. L'attaquant, il va chercher les vulnérabilités critiques exploitables, bah, faites pareil. Donc, allez chercher les CVE, faites des scans de vuln avec des outils gratuits, open source, il y a OpenVAS, il y en a plein d'autres, il y a Nmap, etc. Et traitez uniquement les vulnérabilités. Et aussi, il ne faut pas juste trouver la vulnérabilité, balancer ça à la DSI, leur demander de mettre à jour. Non, il faut vraiment identifier la vulnérabilité, la qualifier, voir si vous êtes concerné ou non, voir s'il est exploitable ou non, et surtout étudier les différentes solutions. Souvent, la solution, ce n'est pas systématiquement la mise à jour. Parfois, on peut faire du virtual patching, on peut couper l'accès à cette vulnérabilité, appliquer donc du virtual patching sur les pare-feux pour éviter l'exploitation de la vulnérabilité, etc., etc. Et ça, je le dis pourquoi? Parce que j'ai constaté quand je travaillais avec les clients que le RSSI, tout ce qu'il fait, c'est identifier la liste et faire un extrait sur un fichier Excel et balancer ça à la DSI. Et bien évidemment, la DSI, ils ne vont rien faire, hein, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que la DSI, ils ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. OK, il faut leur dire de traiter les vulnérabilités, mais il faut leur donner des solutions. Il faut les aider à trouver ces solutions-là. On n'est pas là pour faire la police, on est vraiment là pour les aider à sécuriser les sites. Et ça, c'est le rôle du RSSI et du consultant. Maîtriser les accès des prestataires, ça c'est généralement beaucoup plus simple parce que la population des prestataires, bah, ils écoutent, de toute façon ils n'ont pas le choix, parce que sinon ils vont être virés du marché. Donc, l'idée c'est vraiment de maximiser la sécurisation sur ce périmètre-là. Ouverture à la demande, des comptes nominatifs, des MFA, du VPN, Bastion, ce que vous voulez. Après, durcir la configuration des services cloud. Là, encore une fois, il y a des statistiques qui montrent que 80% des attaques sur des plateformes cloud sont liées à une mauvaise configuration. Les gens, ils se font attaquer sur Google, Microsoft ou Amazon parce que c'est pas parce que Microsoft a une vulnérabilité, mais parce qu'en fait, la plateforme elle a été mal configurée par les admins. Donc là, il y a par exemple, si vous êtes sur Office 365, n'hésitez pas à lancer le Secure Score. N'hésitez pas à lancer le Secure Score pour voir votre niveau de sécurité.
Ensuite, sécuriser l'AD. Et là, en fait, il y a pareil, il ne faut pas aller chercher les guides de CIS, etc., parce que vous allez être rapidement perdu. Lancez Pincastel, c'est gratuit, ça vous donne directement le rapport et corrigez tout ça. Ensuite, sécuriser les comptes, mettez en place du LAPS, ça c'est du quick win, ça évite d'avoir le même compte d'administration locale sur tout le parc. Utilisez plusieurs niveaux de compte, vert, jaune, rouge. Le vert c'est pour les PC, l'administration des PC, jaune c'est pour l'administration des serveurs, rouge pour le compte admin de domaine, et faire la chasse au compte générique. Et ça, en fait, c'est bien détaillé dans les guides de l'ANSSI. D'ailleurs, je vous invite à lire le guide d'administration, le lycée d'administration de l'ANSSI qui explique tout ça. Aussi, donc le proxy cloud, ça c'est pour moi, ça fait partie des must-have. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand le salarié il est connecté chez vous en interne, pour aller sur Internet, bah, en fait, son flux il est filtré par le pare-feu. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est chez lui? S'il n'active pas le VPN, bah, il fait ce qu'il veut. Et donc derrière, il va aller regarder des matchs de foot, regarder des films sur des sites de streaming, et ainsi de suite, ramasser tous les cochonneries d'Internet. Le lendemain, il arrive, il se branche, il ramène tout ça chez vous. Et donc l'idée, c'est soit de forcer le VPN, ça je ne recommande pas, parce que derrière, vous allez avoir un pic de trafic. Mais la meilleure solution, c'est dans une logique de zéro trust, c'est d'avoir un proxy cloud. C'est-à-dire que le proxy qui filtre le flux, il est en cloud. Et donc, que ce soit un utilisateur en interne, dans un hôtel chez lui à la maison, son flux il va être filtré. Ensuite, déployer un proxy SMTP, ça c'est vraiment aujourd'hui un must-have. Si vous ne l'avez pas, bah, il faut activement, enfin, il faut le faire rapidement. Et là, faire attention aux 4 modules qui sont présentés ici dans la solution que vous avez déployée. La première, c'est l'anti-phishing. La deuxième, c'est l'anti-spam. Ensuite, c'est l'anti-malware. Ensuite, c'est le sandboxing. Pourquoi? Parce que souvent, j'ai vu des solutions qui vont déployer uniquement de l'anti-spam. Ça veut dire qu'ils vont éviter que vous allez recevoir des pubs pour avoir un iPhone à 1 euro, mais derrière, une attaque de phishing, ça passe. Et ça, c'est dommage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir les 4 modules à la fois. Et si votre solution ne fait pas ça, ben, il faut upgrader la solution ou partir sur un autre éditeur. Ensuite, il y a toute la chaîne EDR, MDR, NDR, ETDR et ainsi de suite. Donc, l'EDR, bah, c'est voilà, les antivirus nouvelle génération. Hein, donc, c'est ce qui permet de ne pas se baser sur la signature du malware, mais plus sur le comportement de la machine. C'est-à-dire qu'il va détecter les techniques d'attaque les plus connues. Donc, il va identifier des scripts PowerShell connus, il va identifier des tentatives de brute force ou autres sur le réseau, il va bloquer, neutraliser l'attaque. Le MDR, c'est la même chose, mais avec un service managé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de service managé, bah, l'EDR, il va juste lancer des alertes. Bah, s'il n'y a personne qui va regarder les logs, enfin les alertes, ça ne sert pas à grand-chose. Il ne faut pas tomber dans les pièges des commerciaux qui vous disent que leur solution EDR, il y a de l'IA, qu'il y a derrière un petit administrateur système réseau de caché dans la solution qui va tout faire tout seul. C'est faux, ça n'existe pas. Aujourd'hui, pour arrêter une attaque, il faut des gens. Il faut des admins système réseau, il faut des experts. Et ça ne peut pas être remplacé par une solution. Tout ce qu'il peut faire, le DR, c'est de bloquer la machine, mais il ne peut rien faire d'autre. Donc, il faut compléter ça par de la détection avec un service tierce, donc le NDR. Le NDR, c'est la même chose, mais c'est sur les équipements réseau, donc Network Detection and Response. Pourquoi on fait ça? Parce que si on se limite que sur les équipements les ordinateurs, en fait, on va rater tout ce qui se passe au niveau des équipements réseau. Et donc là, l'attaquant, il peut potentiellement compromettre nos équipements réseau et rebondir sur le SI. Après, le XDR, donc lui, on va dire, c'est le SIAM Next Generation. Lui, il remplace le SIAM. Il va considérer que tous les composants de SI, ce sont des endpoints. Et donc, il va collecter tout ce qui se passe sur le SI. Il va faire de la corrélation. Et l'avantage du XDR, c'est qu'au lieu d'avoir machine par machine ou type de machine par type de machine, ben lui, il voit tout le monde. Et comme ça, il peut détecter tout ce qui est propagation latérale, tout ce qui est élévation de privilèges, et ainsi de suite. Et bien évidemment, de la même logique que le MDR, il faut que ce soit sur un service SOC. Pourquoi? Parce que sinon, les attaques ils vont arriver souvent un vendredi à 22h où il n'y a personne. Et malgré le fait d'avoir un SOC, il faut aussi avoir une équipe d'astreinte en interne. Moi, j'ai vu pas mal de sociétés qui vont aller acheter du SOC ou du MDR ou autre. Donc, ils vont avoir un service managé. Mais derrière, en fait, eux, ils arrêtent à 17h et c'est terminé. Il n'y a pas de service d'astreinte. Donc, si l'attaque arrive à 22h, on va envoyer un mail, on va envoyer un SMS, on va appeler, mais il n'y a personne qui va répondre. Et donc, ça, c'est dommage. Pourquoi? Parce que souvent, les attaques, ils arrivent le soir ou le week-end. Et donc, oui, c'est bien d'avoir un SOC, mais d'abord, il faut avoir un service d'astreinte dans l'entreprise, parce que sinon, bah, ça ne sert pas à grand-chose.
Et évidemment, la solution qui reste le must-have, et c'est là vraiment, pour moi, c'est le seul rempart face à des risques ransomware, c'est la sauvegarde offline. Et quand je dis sauvegarde offline, c'est vraiment un air gap entre la donnée et le SI. Il n'y a pas de solution anti-ransomware ou ransomware immune ou j'en sais rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces solutions-là, ça repose sur une brique logicielle. Vous avez pas, si vous me dites, ouais, mais moi je vais bloquer l'accès, il n'y aura personne qui va avoir accès, mais qui va bloquer cet accès-là? Ça serait forcément un composant logiciel. Et même, moi, je peux descendre carrément jusqu'au kernel et remonter après. C'est-à-dire que derrière, un attaquant qui a vraiment envie de vous attaquer, en fait, quelle que soit la solution que vous mettez, en fait, c'est juste question de temps pour y arriver. Et quelqu'un qui est arrivé jusqu'à ce stade-là, là, il ne va pas vous lâcher, hein. C'est question de temps, mais il va y arriver. Donc, il y a uniquement la solution offline qui marche. Donc, c'est la 3-2-1, hein, donc 3 copies de site, une déconnectée, qui fait donc, qui vous permet d'avoir une version sécurisée que vous allez installer sur votre SI si vous vous faites attaquer. Et donc là, pour ça, il y a plusieurs types de solutions, hein. Donc, c'est soit la robotique, c'est ce que nous, on avait mis en place quand j'étais RSSI. Donc, c'est des robots, en fait, qui vont changer des bombes de sauvegarde qu'on récupère, qu'on va stocker dans des coffres. Ou sinon, vous externalisez ça à un service cloud et en fait, vous mettez dans le contrat que lui, il doit s'engager à avoir une version offline. Donc ça, c'est la sauvegarde. Donc 3-2-1, on a dit ça. Donc c'est 3 copies de site et une version hors site. Et surtout, il faut que ça soit testé parce que j'ai vu beaucoup de clients qui font de la sauvegarde et qui ne testent pas du coup. Et le jour où ils ont une attaque, ils se rendent compte que la sauvegarde n'était pas complète ou qu'elle était en erreur depuis 6 mois et que personne n'a vu, évidemment. Donc c'est bien de faire des sauvegardes, mais il faut les tester. Les proxys SMTP, donc comme je disais, c'est un proxy qui doit combiner plusieurs techniques d'attaque, de détection du coup, et qui doit à la fois traiter les mails entrants et les mails sortants. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de solutions qui te disent, nous, on te protège de l'extérieur, mais après, en fait, un email qui est envoyé d'un salarié à un autre, il n'est pas traité. Ça, c'est dommage. Pourquoi? Parce que si j'arrive à rentrer et prendre la main sur un PC, sur un autre canal, avec un autre canal, qui n'est pas le mail, je peux utiliser la messagerie du salarié pour aller sur l'ensemble des salariés. Et donc, il faut faire à la fois du inbound et du outbound. Donc, pour le DR, donc ça, il faut le mettre en plus de l'antivirus et de l'antivirus next-gen, donc avec une marque différente, hein, comme l'histoire des pare-feux. Ça ne remplace pas l'antivirus. Il faut vraiment avoir les deux. Pourquoi? Parce que l'antivirus, il va quand même filtrer le bruit d'Internet, hein, donc tous les malwares qui arrivent de façon opportuniste. Il faut le prendre au service manager parce que vous n'aurez pas le temps de le traiter en interne, même si vous mettez une équipe, voilà, sauf si vous mettez 4 personnes qui font que ça et vous n'aurez pas les moyens. Donc, prenez-le en service manager, mettre en place la strat en interne, l'appliquer sur tous les périmètres. Pareil, moi, j'ai vu des clients qui l'appliquent que sur les PC, que sur du Windows, etc. Ça ne sert à rien parce que l'attaque peut venir de n'importe quel composant du SI. Il ne faut pas oublier du Linux, il ne faut pas oublier du Mac. Éviter les nouveaux arrivants sur le marché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une base IA qui est mature. Comme vous savez, lui, il va détecter les attaques sur la base de comportement. Donc, plus il a une base IA qui est avancée, plus vous aurez de chances de détecter les attaques. Donc, si vous prenez une solution qui existe que depuis 2 ou 3 ans, voilà, c'est pas la même chose qu'une solution qui existe depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'on le met en cloud ou en interne? Bon, ça, c'est un choix à faire. Moi, je recommande souvent le cloud. Pourquoi? Parce que ça évite d'ouvrir l'accès pour le prestataire à mon IC interne. Après, bien évidemment, faire attention, si jamais vous avez une attaque, vous allez couper Internet, donc vous n'aurez plus accès à votre plateforme cloud. Mais après, ça, on s'en fout parce que si vous vous êtes fait attaquer, là, voilà, vous avez autre chose à faire que de faire de la détection. Surtout privilégier une solution qui dispose d'une équipe de threat intel. Pourquoi? Parce qu'en plus des techniques d'attaque qui sont très connues, eux, ils vont avoir une équipe de R&D qui vont chercher des scénarios d'attaque avancés et qui vont mettre à jour leur base de détection. Et là, encore une fois, quand vous allez acheter une solution, il faut vraiment leur demander de quoi il est composé leur équipe threat intel, ou est-ce qu'ils se basent uniquement sur ce qui est public. Moi, j'avais vu une solution française qui existe sur le marché, qui propose juste uniquement en fait les IP, enfin comment dire, les scénarios de détection publics. Donc ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, on a besoin d'aller plus loin et de faire un peu plus d'intelligence, voir ce qui se passe dans le marché et mettre à jour notre base de détection périodiquement. Et pour le coup, il faut compter entre 40 à 80 par endpoint en solution MDR.
Pour le SOC, c'est à peu près la même chose. Donc, ça, c'est la next step. L'idée, c'est pas de déployer ça en même temps que le DR. Il faut aller étape par étape en fonction de votre niveau de maturité. Parce que je recommande souvent aux clients, c'est que si vous avez un antivirus, commencez d'abord par le DR. Après, au bout de 2-3 ans, mettez le SOC. Il ne faut pas commencer dès le début par un SOC parce que vous n'êtes pas mature. Ensuite, c'est pareil, il faut qu'il soit en service managé avec l'astreinte en interne sur tous les périmètres. Pareil, donc il faut que ce soit en cloud. Ça, c'est mon avis qui n'engage que moi. Il faut faire attention aux règles sur étagère. Pourquoi? Parce que là, c'est pareil, j'ai vu des éditeurs en France qui proposent des solutions stock, mais en fait, qui arrivent avec leurs équipements, leurs boîtiers ou leurs appliances, qui configurent ça, qui activent les règles par défaut, qui vous disent c'est bon, vous êtes protégé. Vous imaginez bien qu'entre la BNP, l'aéroport de Rennes et, je ne sais pas moi, la PME du coin, on n'a pas les mêmes techniques d'attaque, on n'a pas les mêmes scénarios d'attaque. Et donc, il faut leur demander d'avoir des règles de détection propres à votre SI avec une analyse des risques. Si ça, c'est pas fait, en fait, vous êtes protégé qu'à moitié, malheureusement. Ensuite, pareil, évitez les nouveaux arrivants pour les mêmes raisons. Donc, en plus de la stratégie de protection, évidemment, il faut se préparer au pire. Pourquoi? Parce que souvent, un programme de sécurité va prendre entre 3 ans et 5 ans pour avoir un niveau de sécurité correct. Et qu'est-ce qui se passe si demain vous vous faites attaquer sur cette période-là? Et là, en fait, il faut se préparer. Il faut se préparer au pire. Il faut limiter les dégâts. Il faut comprendre et corriger rapidement. Il ne faut pas attendre le jour de l'attaque pour dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les fiches réflexes, etc. Il faut vraiment se poser la question avant et d'avoir tous les éléments qui vont vous permettre de réagir rapidement pour limiter les dégâts, pour corriger, pour restaurer le système et surtout communiquer en interne et en externe. Préparer les fiches réflexes. Donc là, c'était juste un exemple, mais vous avez plein d'exemples sur Internet. Ils parlent de ça. D'ailleurs, il y a la société, j'ai oublié le nom, qui a fourni récemment en fait une liste de fiches réflexes par type d'attaque. Donc ça, il faut aller chercher sur Internet, préparer les fiches réflexes. Comme ça, demain, vous avez une attaque, vous savez quoi faire. Et vous n'allez pas attendre le jour de l'attaque pour commencer à faire du brainstorming de ce qu'on va faire pour arrêter une attaque ransomware. Et donc, l'assurance cyber, est-ce que c'est bien ou non? Évidemment que c'est bien si vous y arrivez. C'est ça la grande question. Pourquoi? Parce que ça vous permet donc de se faire rembourser, que ce soit la rançon, l'impact, etc. Ça vous permet d'avoir une assistance juridique pour traiter les démarches administratives avec la police et ainsi de suite. Et surtout, ça permet de mobiliser des experts. Pourquoi? Parce que l'assureur, il n'a pas envie de payer trop. Et donc, il va mobiliser beaucoup d'experts pour vous aider à répondre rapidement à l'incident et limiter les dégâts. Et surtout, moi, je le vois aussi comme un levier supplémentaire pour convaincre la direction générale pour sécuriser le SI. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour se faire assurer, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, janvier 2020, je pense, le risque cyber, il est passé en risque systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les assureurs n'ont aucune raison pour vous assurer. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire attaquer. Donc, ce n'est pas ça la question, c'est juste quand est-ce que vous allez vous faire attaquer. Et donc, ils n'ont aucune raison pour vous assurer parce qu'ils vont perdre de l'argent avec vous. Et donc, maintenant, c'est de l'enchère inversée, c'est-à-dire qu'avant, on lançait une consultation, on avait plusieurs devis et on choisit le meilleur offre. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est la société qui propose un dossier à différents assureurs et qui espère qu'un des assureurs accepte de l'assurer. Et donc là, pour le faire, il faut mettre en place un certain nombre de mesures de sécurité. Donc, on peut aller demander au DG de financer en fait toutes ces mesures de sécurité-là afin d'être assuré. Mais ce qui est sûr, c'est que souvent, on est très heureux de savoir qu'on a une assurance, qu'on se fait attaquer. Et d'ailleurs, il peut témoigner, mais moi, de ce que j'ai cru comprendre, Altran, quand ils ont eu leur attaque, en 2019, je pense, ils ont perdu à peu près 20 millions d'euros, je pense, et derrière, ils se sont fait rembourser par l'assurance. Et donc, quand vous avez une attaque et que derrière, vous avez une assurance, vous êtes très, très content. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet de rembourser tous les impacts. Ça n'enlèvera pas l'impact sur l'image, mais au moins, vous n'aurez pas d'impact financier. Et donc, comme conclusion, vous êtes tous concernés, on est tous concernés. Les attaques par ransomware se multiplient. Ça concerne tous les secteurs. Oui, pardon. Avant de conclure, il y a plein de questions. Tu as plein de questions. Après, Shafik, tu as posé plein de questions. Je te laisse le micro. Tu vas poser tes questions et après, Ayoub va y répondre. Mais tu peux lui laisser conclure sa présentation. Après, on peut enchaîner par les questions. Ouais, ok, ça marche. Allez, de toute façon, allez-y alors. voilà, en 2 mots,
Aujourd'hui, comme j'ai dit en introduction, le risque ransomware, c'est le risque numéro un. Moi, ça me fait, voilà, je trouve ça dommage quand je vois des analyses des risques que les gens commencent à réfléchir sur des scénarios d'attaque, etc., qui viennent de la science-fiction, alors qu'on sait que ce qui se fait aujourd'hui, c'est les attaques ransomware avec des techniques d'attaque assez classiques. Donc, concentrez-vous là-dessus parce que tout le monde est concerné. Et quand ça arrive, ça peut faire des dégâts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut se préparer. Impliquer la DG, appliquez l'hygiène informatique, faites des sauvegardes offline, pardon, et préparez-vous à répondre à un incident et gérer la crise correctement si ça arrive. Voilà comme conclusion. Ok, alors, c'est moi qui démarre, c'est ça, par ma petite question. Moi, j'en ai deux, Ayoub, L'honneur. à te poser. C'était, alors oui, j'ai mis, ma première, c'était en cas de cyberattaque par rançongiciel, où est-ce que tu places le curseur entre les besoins business de reprise d'activité et les besoins de temps pour la partie investigation numérique? Moi, Comment tu vas placer le curseur? ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi, Ouais. que ce soit pour cette question-là, mais pour la gestion de la cyber au sens large. Moi, je remplace le métier d'abord, le business d'abord. Pourquoi? Parce que pour moi, la cyber, on n'est pas là pour faire de la cyber et pour aller s'amuser à trouver des attaques et investiguer de façon voilà, illimitée. Moi, je suis là pour protéger le métier et permettre au métier de redémarrer rapidement, efficacement. Et donc, je replace le métier au centre de n'importe quelle stratégie cyber. C'est pourquoi d'ailleurs, souvent, quand je parle avec des experts, tout le monde me parle de PCA-PRA. En fait, 99% des gens qui disent PCA-PRA, ils veulent dire PCI-PRI, donc par abus de langage. Ils ont oublié que le PCA, c'est d'abord permettre au métier de continuer de fonctionner. Là, c'est difficile de le voir quand on est 100% basé sur l'informatique comme une banque. Imaginons qu'on est la SNCF, le PCA-PRA de la SNCF, je pense que voilà, si demain les trains ne sont pas là, bah, il faut plus penser à des bus ou des avions, autre chose, et pas à une salle serveur en plus. Donc l'idée, c'est vraiment, OK, réfléchir à l'informatique, mais ne pas oublier le métier. C'est le business d'abord. Une priorité à la reprise d'activité par rapport au business. Et ça, du coup, il faut le penser avant dans notre stratégie PCA. Et donc, bon, déjà, donc PCA, c'est PCI plus PCO. Donc, PCI, c'est géré par les informaticiens, ça c'est très bien géré. Le PCO, c'est avec les métiers, donc plan de continuité opérationnelle. Donc là, il faut réfléchir à un plan de continuité opérationnelle, donc business, avant l'attaque. C'est-à-dire que demain, il n'y a pas d'informatique, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, D'accord. préparer ça en amont et derrière, permettre au métier de continuer à travailler même sans informatique. Ok. Je profite. Ma dernière question, ma deuxième et dernière. Alors, c'était je suis comme toi, je pense que tu suis un peu ce que publie Clément Domingo Sachs Oui. sur les réseaux. Est-ce que tu penses que justement, effectivement, est-ce qu'il a raison de dire que l'Afrique est devenue le nouveau terrain de jeu des rançonneurs? Si oui, est-ce qu'il doit y avoir, selon toi, une réponse politique sur le plan régional pour que les chefs d'entreprise arrivent à comprendre les enjeux? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, alors je ne sais pas, peut-être que je pense que tu as plus d'expérience que moi, qu'il y a, et même peut-être dans l'Assemblée, il y a des acteurs qui sont plus expérimentés, mais qu'il y a peut-être effectivement un décalage entre la prise en compte des enjeux en matière de menaces cyber des chefs d'entreprise et entre voilà, les chefs d'entreprise africains et ceux qui sont donc au niveau de la métropole ou au niveau de l'Europe. Donc moi, c'est ma question, savoir est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir une réponse politique pour inciter justement les chefs d'entreprise à prendre en compte ces enjeux en matière de menaces cyber? Ouais. Donc effectivement, déjà pour répondre à la première question, est-ce que donc les risques cyber concernent de plus en plus l'Afrique ou non? Donc là, effectivement, je pense que on cible pas l'Afrique pour cibler l'Afrique. Comme ce que j'ai dit en introduction, on cible tout le monde. On cible tout le monde de la même manière. Et là, je vais donner un exemple plus concret. J'étais en Calédonie, on avait mis en place un pot de miel en Nouvelle-Calédonie. Donc, Nouvelle-Calédonie, bon, c'est dans le Pacifique, c'est pas connu, les IP là-bas, personne ne s'intéresse à ça. En un mois, on a calculé 34 millions de tentatives d'attaque. Et j'avais fait une conférence avec le gouvernement là-bas, et je disais qu'en un mois, il reçoit
plus de 10 millions d'attaques qui proviennent de la Russie. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je cible plus la Calédonie ou autre. Ça veut dire que maintenant, tout le monde est devenu une source de menace. Donc, tout le monde veut gagner de l'argent. Donc, je vais attaquer tout le monde de la même manière. Peut-être que je vais cibler plus de sociétés qui vont payer. Et donc là, c'est dans les discours, dans les forums aujourd'hui. Mais moi, de ce que je sais, les retours d'expérience que j'ai vus, d'ailleurs, même ce qui a été médiatisé, c'est qu'en Afrique, on ne paye pas beaucoup. D'ailleurs, l'aviation civile qui s'est fait attaquer, je pense, c'était au Sénégal, Oui, la Sénat, la SECNA. et non, la SECNA, voilà, ils n'ont pas payé, donc toutes les données ont été exfiltrées. C'est pas parce qu'on les a ciblés, parce que c'était africain, non, mais c'est parce qu'on cible tout le monde aujourd'hui. Quand je lance une attaque, je lance à tous. Effectivement, aujourd'hui, ça commence à être médiatisé parce que les tentatives d'attaque sont de plus en plus importantes. D'ailleurs, ça, j'ouvre la parenthèse, Mbaye, ça peut être un très très beau projet si tu arrives à mettre des sondes, des honeypots, en fait, des pots de miel un peu partout en Afrique pour justement mesurer l'attractivité de l'Afrique et d'avoir des vraies statistiques de combien en fait on est ciblé par les cyberattaques en Afrique. Je rebondis C'est juste. un excellent projet, Ayoub, et je vais juste sauter sur cette occasion pour dire que c'est dans les pipes. La publication aura lieu en juin ou juillet 2023 du moins, et c'est Armand du Bénin qui est le porteur du projet. Donc en janvier, on va commencer, on a conçu les questionnaires, et en janvier, on va commencer les tractations au niveau des entreprises privées, au niveau du secteur public. Non, en fait, on parle pas de la même chose. Ça, c'est plus un baromètre, un sondage. On parle d'un données En fait, je parle honeypot. d'un pot de miel. En gros, tu mets tu ouvres des pots SSH ou HTTP ou ce que tu veux, et tu calcules en fait combien tu reçois d'attaques sur un mois, sur 15 jours, 2 semaines, et tu mets ça un peu partout en Afrique, et ça permet effectivement de montrer qu'on ne cible pas l'Afrique parce que je veux attaquer l'Afrique, mais en fait, on cible tout le monde aujourd'hui. C'est une excellente idée. Ouais, c'est une excellente idée. Moi, je pense qu'on peut l'adjoindre. Voilà, c'est une excellente idée. Je comprends. Parce que là, ce sont des chiffres qui vont parler aux décideurs pour les sensibiliser. Du coup, qui va répondre à ta deuxième question, Shafik. Et justement, oui, pardon. Non, mais pardon, je me permets de un peu te contredire sur le fait, tu dis ça cible pas l'Afrique, mais tu disais aussi dans ton exposé que on va cibler entre guillemets pour des raisons de business, mais aussi pour des facilités d'usurpation, du moins de compromission. Et est-ce que le niveau de maturité justement des entreprises africaines n'est pas propice justement à à ce qui est beaucoup plus d'attaques? Parce que est-ce qu'on a le même niveau de maturité qu'en Europe ou ailleurs? Non, je en matière vois de... très bien. Et du coup, la réponse, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est que vu qu'ils ne payent pas souvent, toi, quand tu es attaquant, même si c'est facile à attaquer, à quoi sert si tu sais que la majorité, ils ne vont pas payer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc à un moment, bon, enfin, tu ne vas pas les cibler, tu vas les attaquer comme tout le monde, tu vas lancer des attaques. S'ils perdent leurs données, tant pis pour eux, hein, tu t'en fous, mais tu ne vas pas les cibler pour les cibler. Je pense qu'il y aura plus de ciblage en Europe et en Amérique, aux États-Unis, que de ciblage en Afrique. Pourquoi? Parce que là-bas, tu as plus de chances de se faire payer. Et d'ailleurs, quand tu vois les chiffres d'affaires, la répartition, c'est souvent là, on va les trouver hein, en Europe et aux États-Unis, qu'en Afrique. Sauf bien évidemment si tu cibles les multinationales qui ont des filières, etc. Mais moi, enfin, je pense, ça c'est mon analyse du marché qui n'engage que moi, c'est que moi je suis attaquant. Évidemment, je vais lancer l'attaque à tout le monde, mais je ne vais pas cibler l'Afrique parce que j'ai envie de cibler l'Afrique. Moi, j'appellerais ça, en fait, c'est des effets de bord. Aujourd'hui, en fait, les attaques qui se font en Afrique, parce que malheureusement, ils étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit, et ils se sont fait attaquer. Sauf, évidemment, comme je disais tout à l'heure, s'ils ont donc un pot de miel, et donc là, on va les cibler, notamment pour aller chercher des données confidentielles, politiques ou autres. Excellente réponse, Ayoub. On va donner la parole à Félix. Félix, tu avais levé la main, si tu veux intervenir. Oui, en fait, j'avais juste une petite question, Ayoub. En fait, moi, je fais des analyses de risque, effectivement, comme tu soulignais, pour les consultants qui en font. Et effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas de plan de continuité d'activité. C'est-à-dire, comment les convaincre vraiment, c'est-à-dire comment convaincre la direction générale à y penser? Ça, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce que j'ai eu le cas et je l'ai traité. Et donc là, je vais parler plus d'un retour d'expérience que d'une réponse simple. En fait, selon moi, le moyen qui a vraiment fonctionné pour les convaincre, c'est de faire une simulation de crise cyber.
une simulation de crise cyber où tu fais venir la direction générale d'un côté, mais aussi l'ensemble des directions de la société. Et tu leur demandes, enfin, tu leur exposes en fait des scénarios d'attaque, hein, donc les stimulus, et en fait, tu leur demandes de réagir sur les impacts potentiels si demain il y a une attaque. Pourquoi? Parce que nous, les experts consultants ou RSSI, malheureusement, on ne sait pas parler le langage des décideurs, on ne sait pas parler métier, on n'arrive pas, ça c'est un problème, on a du mal à expliquer les impacts métiers. Par contre, les métiers eux-mêmes, ils sont très très bien placés pour expliquer quels sont les impacts potentiels si demain il y a telle ou telle attaque. Et donc, si on arrive à lancer une simulation de crise cyber et qu'on leur dit, voilà, il y a ça qui est arrivé, il y a tel service qui n'est pas accessible, et là, tu vas voir les réactions dans tous les sens, ils vont dire, ah non, c'est pas possible, on va fonctionner comme ça, etc. Il y aura tel ou tel impact, parfois des impacts auxquels tu n'as même pas pensé. Et là, la direction générale, il va se poser des vraies questions. Il va avoir un avis plus favorable à mettre en place un vrai PCA PRA. Et même si jamais ils ne le font pas, au moins, ils ne peuvent pas dire qu'on n'était pas au courant. Donc, ils le font en toute connaissance de cause. Mais souvent, quand tu fais une simulation de crise et tu fais parler les métiers face à une direction générale, ça marche. Ok, Merci Ayoub pour la réponse. merci Ayoub. Chérifoulaye Diallo, vous avez une question? Chérifoulaye. Oui, en fait, c'était pas une question. Oui, en fait, c'était pas vraiment une question, mais je disais juste que peut-être il faut prendre en compte aussi de la facilité de réussite des attaquants ici en Afrique, comme dit Safik tout à l'heure. Voilà, donc même s'ils vont demander moins d'argent, en fait. D'accord, il y a Boubacar Ba aussi de la Guinée qui veut prendre la parole. Boubacar, vas-y. Ouais, bonsoir. Donc, merci Ayoub pour cette brillante intervention. En fait, ma question, c'est par rapport à ton avis sur la facilité d'attribution des attaques de rançongiciel, juste parce qu'on a eu à recueillir quelques IOC, soit des adresses IP ou bien d'autres éléments, qui nous font croire que l'attaque provient soit de la Chine. Je pense qu'il a perdu le fil, c'est coupé. Donc, il disait, Ayoub, qu'est-ce qu'il en pense de la facilité d'attribution d'une attaque ransomware? Ça, c'est encore une fois mon avis sur le sujet, c'est qu'il est très difficile d'attribuer une attaque aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les IOC sont très connus, tout le monde peut le faire, et d'ailleurs, quand vous regardez les attributions, c'est fait souvent par des sociétés de réponse à incidents qui pensent que telle technique d'attaque, c'est historiquement utilisé par telle autre, par telle source de risque, tel groupe d'attaquants, pardon. Et donc, il n'y a pas de garantie que c'est vraiment le cas. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est très difficile d'attribuer une attaque parce que rien n'empêche un groupe d'attaquants d'utiliser la même technique, hein, d'être dans la même zone et d'avoir insérer du chinois ou de la langue russe dans leurs commentaires. Il n'y a rien qui empêche ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, en tant qu'RSSI ou qu'expert cyber, je peux dire que, en fait, si je me fais attaquer par un ransomware, je sais que le mec il est là juste pour gagner de l'argent, donc je m'en fous d'où il vient. L'attribution d'une attaque, pour moi, ça sert juste à des fins de statistiques. Donc, il ne faut pas perdre beaucoup de temps à aller chercher qui nous a attaqué. Par contre, il faut vraiment se concentrer à 100% sur comment il a réussi à le faire pour derrière se protéger la prochaine fois. Mais effectivement, c'est difficile. C'est que des... D'ailleurs, même eux, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas que c'est 100% ces groupes-là ou par rapport à tel IOC ou autre. Ils disent juste qu'ils pensent que ça peut être ça parce qu'ils ont vu les créneaux horaires, ils ont vu des commentaires dans certaines langues, des techniques d'attaque qui ont été réutilisées, etc. Mais c'est très très difficile d'attribuer une attaque à un groupe aujourd'hui. Et d'ailleurs, entre deux, si on voit par exemple entre deux sociétés qui attribuent des attaques, on a souvent des attributions qui sont complètement différentes. Donc, même eux, ils ne se mettent pas d'accord entre eux parce qu'en fait, c'est des sociétés généralement privées qui s'amusent à attribuer des attaques, à donner des noms, des APT ou autres, mais ça reste juste de l'estimation et c'est ce qu'ils pensent et ce n'est pas la vérité. Excellente réponse. Je pense que, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture la séance? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a Dr Omar Diao qui a posé la question en disant que l'attribution n'est-elle pas finalement politique? L'attribution des ransomware. Tout est possible, mais moi je dirais dans ce cas, est-ce que ce n'est pas ceux qui veulent vraiment attaquer? Ils vont se faire passer
par des groupes d'attaquants dans d'autres pays pour mettre l'huile sur le feu, quoi. Par exemple, moi, je veux attaquer, je sais pas, la France, je suis la Chine, je me fais passer par des Russes. Ce qui est facile hein, aujourd'hui, comme vous le savez. Bah, débat très intéressant, je pense, et la pertinence également des questions qui va concomitamment à la pertinence de l'exposé de Ayoub, comme d'habitude. Donc, on va s'arrêter là et on vous remercie. On vous donne rendez-vous pour le prochain exposé. Excusez-moi, je suis à la maison et ça, c'est les aléas du télétravail. Donc, on vous donne rendez-vous au mois de janvier pour un prochain webinaire avec nos experts. Merci beaucoup, Ayoub, encore une fois. En tout cas, merci beaucoup surtout pour l'invitation. C'était vraiment pour moi un plaisir de partager mes petites connaissances avec vous. Et voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis assez accessible sur les réseaux, comme vous le savez. Et surtout, voilà, ça sera avec grand plaisir de participer à d'autres événements si nécessaire. Également pour ceux qui sont dans des entreprises et qui ont des besoins de consultance, donc n'hésitez pas à regarder les prestations de Ayoub, de sa société Ornisec. Donc si vous avez un besoin, n'hésitez pas à le contacter. Il recrute. Voilà. En plus. Et en plus, on recrute également des compétences. On recrute à fond. Aujourd'hui, on est 15. Aujourd'hui, on est 15 et on a ouvert au Maroc et potentiellement ailleurs. Bientôt, il va venir à la Réunion bientôt. Voilà. Donc, non, si ça, je laisse ça pour Chafik. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous êtes un profil cyber également, n'hésitez pas à postuler pour être recruté par Ayoub. En tout cas, c'était très intéressant. Et les slides, il va l'envoyer. Par contre, les slides, je préfère les mettre sous le coude pour le moment parce qu'il faut aussi les cotisations de APAC. En janvier, on va lancer les cotisations et pour accéder aux slides, il faut quand même qu'on puisse avoir des cartes de membres pour que aussi, c'est des ressources pour que l'association aussi puisse fonctionner parce qu'on a un site internet à maintenir. On a aussi des consultants qui laissent leur temps, qu'on veut aussi au moins se gratifier de quelque chose. Il y a un gros projet à venir également. Voilà, et de gros projets à venir. Donc, voilà, tout ça, voilà, on a besoin de sous pour ça. Et donc, il va me l'envoyer, mais je vais le garder sous le coude pour le moment. Voilà. Parfait. OK, plaisir. Allez, merci beaucoup et bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Salut, merci Ayoub, merci, au revoir. Donc, par contre, la vidéo sera disponible sur YouTube. On va travailler, on va sortir les extraits qui ne sont pas intéressants concernant, par exemple, les questions. Enfin, voilà, on va laisser l'exposé de Ayoub et les questions, voilà, et la réponse aux questions. Parfait. Voilà, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. Bon week-end. Bon week-end à tous. Merci beaucoup et bon week-end à tout le monde.